qui va donc être consacré à un sujet qui concerne à la fois l'ensemble du territoire national, mais qui est aussi un sujet brûlant dans la région Hauts-de-France, à savoir la redynamisation des centres-villes de villes moyennes. Voilà. Alors pour parler aujourd'hui de ce sujet, nous accueillons Madame Gaëlle Velay, qui est la directrice régionale Hauts-de-France de la Caisse des dépôts, et elle va vous expliquer pourquoi la Caisse des dépôts participe à ce débat. Et puis nous accueillons deux membres de la ville d'Arras, Monsieur Claude Ferré, qui est adjoint au maire en charge des travaux, des projets urbains, des projets d'aménagement, et Monsieur Stéphane Boyer, qui est lui directeur du département aménagement du territoire. Voilà. Alors j'ai envie de, et après je parlerai pas de moi, de commencer par une petite expérience personnelle. Quand je suis arrivé dans cette région il y a 4 ans, un jour j'ai 2 rendez-vous à Bruay-la-Bussière, un en fin de matinée, un en début d'après-midi. Et donc je reste sur Bruay le midi et je veux aller manger un petit quelque chose et j'arrive dans une ville morte. Je ne peux pas dire autre chose, je n'avais jamais vu ça. Et j'ai fini par trouver un petit café ouvert. J'ai parlé avec le patron qui m'a dit, mais on était en semaine, il m'a dit c'est encore pire le samedi. Le samedi on ferme parce que parfois on ne vend pas un café. Et je lui ai demandé mais où sont les gens? Et il m'a dit ils sont tous à Porte Sud. Je ne connaissais pas Porte Sud, Porte Nord, pardon, qui est Porte Nord. Une zone commerciale à quelques kilomètres. Et effectivement, je suis allé voir, ils étaient tous là. Alors, je ne pense pas que ça soit une situation qu'on retrouve que dans la région. Et donc, Madame Velay, à la Caisse des dépôts, il y a 2 ans, vous avez décidé de vous attaquer vraiment à la question. Oui, alors effectivement, on a d'abord une approche qui est liée quand même au fait qu'on travaille sur les territoires. Et ce qu'on a voulu au départ, c'était avoir une approche très pragmatique liée à la réforme territoriale. Au moment où on a travaillé sur la réforme territoriale, quel constat on a fait? Le premier, c'est que les métropoles vont bien. Alors effectivement, après, si on regarde, on a aussi dans l'ère des métropoles parfois des collectivités qui peuvent avoir des difficultés. Ce qu'on a vu surtout, c'était les villes moyennes. Et que les villes moyennes avaient un trait commun, c'était des difficultés de dynamisation de leur centre-ville. Alors après, elles sont parfois avec de vraies difficultés, et ça se voit, comme vous venez de le citer, ou parfois elles anticipent, elles sont actives, mais elles anticipent qu'elles vont avoir des difficultés. Donc on n'a pas des configurations qui sont homogènes, on va dire. Il y a 2 ans, on a commencé déjà par se donner le temps de l'expérimentation. On a choisi 10 démonstrateurs qui étaient répartis sur tout le territoire national, et puis on a travaillé, on a regardé comment on pouvait intervenir pour dynamiser ces centres-villes. Alors on a fait plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il y a un socle commun. Et le socle commun, c'est qu'il y a quand même 3 thèmes qu'on retrouve toujours. C'est l'habitat, le commerce, et puis on a quelque chose qui tourne autour de l'espace public et des équipements publics. Par contre, après, on a des contextes qui sont des contextes différents. Ce que je disais là, c'est des collectivités qui sont en territoire rural, voire en désert, même, comme on peut le dire aujourd'hui, et qui en fait sont des lieux de centralité. On a des collectivités qui vont être des villes moyennes, qui ont des difficultés de centre-ville et qui sont pourtant en zone littorale avec un attrait touristique assez fort. On peut avoir aussi des collectivités qui sont dans ces aires métropolitaines. On peut avoir des collectivités qui sont en déclin industriel. Et là, on a une nuance selon qu'on peut être en mono-industrie, un passé qui était mono-industriel ou poly-industriel. Donc tout ça, tout ce contexte-là fait qu'en fait, on a commencé à travailler, on a vu ce socle commun, mais on a aussi vu des différences et on a commencé à trouver des solutions différentes selon les collectivités. Alors je ne sais pas si vous me laissez travailler, voilà, je peux vous citer des exemples. On va sortir des Hauts-de-France. L'intérêt, c'est que je représente une grande maison qui travaille sur tout le territoire. Et ce que je voulais là, c'était aussi vous illustrer ces 2 ans. Finalement, qu'est-ce que ça nous a apporté comme expérience? Alors, Perpignan, ville touristique, enfin on peut penser en tout cas ville touristique. Perpignan a misé sur l'animation culturelle, mettre des bars, des animations culturelles, des festivals, de la musique et faire venir aussi les étudiants en ville pour redynamiser le logement qui se trouve dans un centre historique assez difficile. On est avec des logements qui sont sombres, dans des rues étroites et quand on n'est pas étudiant, on n'a pas forcément envie d'aller habiter ces endroits-là. Par contre, effectivement, les étudiants dynamisent le centre-ville. Un autre exemple, on a Brive.
Alors Brive, ils ont travaillé sur un diagnostic très fouillé en amont. Ils ont voulu travailler sur aussi de la collaboration des habitants. Ils ont lancé un site web qui s'appelle Page Urbaine. Et la manière d'approcher effectivement les habitants, eux, ce qu'ils ont voulu, c'est rendre plus attractif en améliorant le service. Et pour améliorer le service, ils ont travaillé avant tout sur de la Smart City. Comment avoir des tableaux de bord techniques qui permettent aux services municipaux d'apporter une qualité de service aux habitants. Pau a travaillé beaucoup sur le tourisme avec une approche particulière parce qu'ils ont noué un partenariat avec l'école des Beaux-Arts et ils ont voulu travailler sur le digital et le tourisme autour de la culture en développant des parcours et des animations. En Normandie, on est sur une approche plus régionale. Alors là, c'est les villes. Enfin, la région a choisi de travailler sur les villes reconstruites après la guerre. L'entrée, c'était l'habitat qui a été construit, les copropriétés et la gestion de ces copropriétés, qui sont une vraie problématique sur les villes de Normandie. Donc là, on a des villes qui sont plus ou moins grandes. On peut avoir Lisieux, on peut avoir Coutances ou Caen. C'est des problématiques. Enfin, c'est des villes qui ont des environnements différents, mais la problématique reste la même. Et là, c'est vraiment l'habitat. Ensuite, on a Cahors. Alors Cahors, c'est conserver un hôpital en plein centre-ville, avec toute l'activité que ça va amener. Roanne, ils ont une approche en 2 temps. Ils ont commencé par dire, c'est d'abord les investissements publics et le financement public qui va permettre de dynamiser le centre-ville. Donc ils ont beaucoup travaillé les espaces et les équipements. Et là maintenant, ils rentrent en 2e phase. Et donc ils se disent, on a rassuré les investisseurs parce qu'on a mis de l'argent public et on va faire venir les investisseurs privés. Voilà, donc ça c'était une illustration, un petit peu un tour de piste. Aujourd'hui sur les Hauts-de-France, on travaille avec plusieurs collectivités, dont Arras, avec des problématiques qui sont à la fois celles-là puis à la fois différentes, toujours autour de ces 3 socles, commerce, habitat, équipement, espace public, et puis les variantes qui vont faire la différence. Monsieur Ferret, vous pouvez peut-être, en préambule de votre propos, peut-être nous rappeler ce qu'était Arras, peut-être le défaut peut-être de vie, même si c'est une ville qu'on connaît tous par son magnifique patrimoine, mais il y a 8-10 ans, c'était pas toujours vivant non plus. Et puis, il y a eu un moment, comme le disait Madame Velay, une vraie volonté politique et des moyens qui ont été mis. Oui, je vous invite à venir à Arras prochainement, s'il y a longtemps que vous n'y êtes pas venu, et vous ferez certainement un constat différent que celui que vous avez fait il y a quelque temps. Pour ceux qui sont dans la salle, qui sont arageois, ou pour ceux qui l'ont lu, Arras était, il y a quelques années, était dénommée la Belle Endormie, cité bourgeoise, pour d'autres une ville-musée avec un patrimoine époustouflant, à la fois architectural et culturel. Ceci étant, le cœur de ville était en crise et les équipes municipales qui se sont succédées étaient beaucoup plus spectateurs qu'acteurs. La dévitalisation commerciale a débuté avec la crise, comme dans beaucoup d'autres secteurs, la crise de 2008, et s'est accélérée à partir de 2010. Crise économique, agrandissement des grandes surfaces en périphérie et également, et ce qui caractérise Arras, bon nombre de logements vacants, on peut les qualifier au nombre de 900 à peu près, rien qu'en centre-ville. Une population qui a tendance à quitter le cœur de ville, enfin bref, tout ça nous amène à cette époque-là à un taux de vacances avoisinant ou dépassant même les 17%. Un tableau classique des cœurs de ville moyennes de cette époque. Une prise de conscience collective et individuelle s'instaure, et notamment avec l'arrivée d'un nouveau maire en 2011, lequel déclare d'entrée s'opposer au développement anarchique commercial de la périphérie, au profit, et il l'affirme, de relancer le centre-ville et le définir comme prioritaire. Pour ce faire, il lance une mobilisation de tous les acteurs, tous azimuts, les chambres consulaires, la communauté urbaine, les commerçants, les agents immobiliers, les notaires, bref, vous voyez tous les acteurs qui peuvent avoir une incidence sur un projet de revitalisation commerciale. Il lance également un pacte pour le commerce, dont tous ces acteurs sont signataires, et il met en place l'accueil et les réunions de nouveaux commerçants, des réunions mensuelles qu'il anime lui-même à titre d'exemplarité. Parallèlement, il met en place plusieurs mesures que je qualifie d'ingénierie. On recrute un
un cabinet spécialisé dans l'urbanisme commercial qui est le cabinet Bérénice, chargé d'élaborer un diagnostic et un plan d'action. C'est classique. Parallèlement, nous embauchons également, nous attachons tout au moins les services, d'un architecte conseil qui vient d'intervenir dans l'atelier juste à côté, Frédéric Bonnet, Grand Prix d'architecture 2014, lequel a en charge de réaliser un plan guide, c'est-à-dire établir ce qu'est Arras, ses atouts, ses points forts, ses points faibles, et à partir de là, voir comment on peut traduire les points faibles en points forts, tout en respectant le passé. Et ensuite, comment on peut, par rapport aux préconisations de l'urbaniste commercial, réaliser la scénographie de la ville. On définit des secteurs, et je vais y revenir un peu plus tard. Donc, 2 grandes décisions d'ingénierie, 2 cabinets de recruter et une équipe de 2 personnes au commerce qui passe à 7 personnes. Le commerce lui-même, Le commerce lui-même devenant à part entière un département, et on recrute un manager de centre-ville chargé de la promotion du commerce. Nous mettons en place un pilotage opérationnel pour que l'offre et la demande se rejoignent, et le maire affirme qu'il y a, pour faire progresser le commerce, il n'y a pas 36 solutions, il y a une clé, c'est relier le tourisme, la culture, le patrimoine et l'événementiel. Et je vais vous en parler un peu. Le maître mot, c'est l'accompagnement au quotidien. C'est 800 commerces, 55 lieux de fête, vous en parliez tout à l'heure, d'échanges, de dialogues et de rencontres. Tous ces commerçants sont connus et rencontrés par l'équipe dédiée au commerce. Information et communication circulent, que ce soit sur les travaux, sur les événements, sur les changements de plan de circulation, sur le plan piéton mis en place. Bref, le manager de centre-ville a toutes ces activités en charge et les réalise avec son équipe. Résultat, quelques années après, taux de vacances tombé à moins de 9%. Arras est une ville événementielle. 3 marqueurs. Vous avez tous entendu parler, je pense, de marché de Noël. Donc c'est sur 5 ou 6 semaines à peu près sur la fin de l'année, de chaque année, bien entendu. C'est plus d'1 million de visiteurs cette année. Deuxième marqueur, c'est Arras Film Festival. C'est 42 000 spectateurs à peu près sur 8 jours. Et troisième marqueur, que vous connaissez tous aussi, je pense, il s'agit du Man Square Festival qui se déroule chaque année fin juin et début juillet. Et là, pour le coup, c'est 46 000 festivaliers par jour pendant 3 jours. Donc vous voyez déjà 3 grands événements qui amènent bien sûr du flux de visiteurs qui viennent déjeuner en ville, rencontrer les Arageois, et tout cela, ça crée quand même un écosystème économique intéressant. Mais aussi, une fois ces 3 marqueurs passés, la ville se rendort en quelque sorte. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque la ville d'Arras, c'est plus de 400 événements par an. Je dirais que pratiquement, il se passe un événement chaque week-end. C'est d'ailleurs l'accroche de l'Office de tourisme qui est devenu la SPL entre-temps, avec l'adhésion de 2 autres agglos près d'Arras. Et son marqueur, ça va être un événement chaque semaine à Arras, à 1 heure de Paris. Donc la recherche d'attractivité est constante, je vous le disais, c'est la clé de la réussite. Tourisme, culture, patrimoine, commerce, tout est lié pour dynamiser et renouveler l'animation de la ville. Vous avez entendu parler également que le Arras possédait le plus beau monument préféré des Français, c'est le Beffroi sur la petite place des Héros. Demain, j'espère que de nombreux Arageois voteront pour le plus beau marché d'Arras, mais n'anticipons pas. L'aménagement piétonnier également de la place des Héros, c'était une vieille histoire sur Arras dont nous parlions depuis quelques mandats, qui est enfin réalisée, puisqu'elle sera finalisée le 21 mars prochain.
Tout cela, bien sûr, avec énormément de concertation et de pédagogie, faire les choses tranquillement, mais les faire avec une trajectoire, s'y tenir pour y parvenir. Bref, une réelle volonté de prendre en compte le quotidien du commerce arageois, de son centre-ville, et des stratégies d'urbanisme dans leur globalité. Alors, avons-nous fait le plus difficile ? Moi, je serais tenté personnellement de dire non. Arras est une ville administrative, une ville de tertiaire, une ville de préfecture. Ça en fait, et c'est affirmé à la fois par le maire de la commune et par le président de la communauté urbaine, la zone prioritaire d'activité de tout le territoire. C'est important de le dire, c'est important de l'affirmer, et surtout de faire en sorte qu'il y reste et de mettre les moyens pour qu'il y parvienne constamment. Donc l'ambition d'Arras, c'est de devenir une ville incontournable dans les Hauts-de-France. Une fois cette ambition affirmée, et qu'on vient également d'avoir une veille active pour garder toutes les administrations qui y sont, tous les sièges de sociétés qui y sont, des grandes sociétés, des grandes administrations, et faire en sorte de pouvoir en accueillir d'autres. Ça veut dire une veille également sur le foncier et sur les services à apporter. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Merci. On voit, comme le disait Madame Vollet, que chacun a ses problématiques. Il faut, comme vous le disiez, une volonté politique. Il faut se donner les moyens. Avant de vous repasser la parole, Madame, j'ai relevé un petit point. Vous avez dit au début de votre propos, en fait, il a déjà fallu s'opposer à de nouvelles zones commerciales. Et c'est pas un petit peu plus dur qu'ailleurs dans cette région où les zones commerciales sont quand même dans la culture. Je sais que je vais fâcher un petit peu certaines personnes, mais c'est quand même dans la culture. Là aussi, il faut une certaine volonté politique et gagner l'adhésion de ceux qui pratiquent la CDAC, la réunion départementale pour décider des installations ou pas. Nous y sommes relativement parvenus. C'est-à-dire que nous sommes mis d'accord avec les pétitionnaires pour dire voilà ce que l'on aimerait garder en centre-ville et voilà ce qu'on n'aimerait pas venir concurrencer le centre-ville. Donc ça ne se partage pas trop mal sur contrôle de ceux qui sont là. L'équipement de la maison ayant tendance à partir en périphérie, à part ceux qui étaient là depuis un certain temps, je pense à Auchan, etc. Mais il n'y a pas eu d'agrandissement de grandes surfaces alimentaires depuis cette époque-là. C'est sans doute peut-être l'une des clés de votre réussite. Madame Vollet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur donc, la convention mise en place il y a 2 ans par la Caisse des dépôts, la convention Centre-Ville de demain ? Alors effectivement, il y a 2 ans, quand on a commencé à travailler sur les centres-villes, la revitalisation sur les villes moyennes, on a très vite mis en place un dispositif de conventionnement. Alors déjà, pourquoi le conventionnement ? C'est vrai qu'à la Caisse des dépôts, quand on accompagne les collectivités, les territoires, on s'inscrit dans le long terme. Et les conventions, pour nous, c'est des conventions pluriannuelles, ça permet de marquer des engagements, autant les nôtres d'ailleurs que ceux des collectivités. La Caisse des dépôts, ça n'est pas un subventionneur. La Caisse des dépôts, nous sommes investisseurs, nous sommes prêteurs, nous apportons aussi de l'ingénierie et du conseil, mais nous sommes sur nous voulons en tout cas pouvoir porter des opérations qui, à un moment donné, vont avoir une vraie réalité économique. Et ça, effectivement, quand on arrive pour discuter avec des collectivités locales, c'est des engagements réciproques entre la Caisse des dépôts et les collectivités. Donc, on a mis en place le même dispositif qu'on fait auprès des bailleurs sociaux et auprès d'autres partenaires, donc des conventions qu'on a appelées conventions centre-ville de demain. Et ce dispositif-là a beaucoup inspiré le ministère de la Cohésion sociale. Voilà, puisqu'effectivement, à l'automne, la Caisse des dépôts a beaucoup participé au travail de réflexion sur comment le ministère de la Cohésion des territoires allait accompagner ces villes moyennes et ces territoires. Et donc, le dispositif Cœur de ville de demain qui sort là aujourd'hui est un dispositif qui s'appuie beaucoup sur l'expérience et l'expérimentation qu'on a pu avoir. Et donc, aujourd'hui, on a fait évoluer notre dispositif, en fait. Sur le précédent, on a rencontré on a identifié, on a rencontré, puis elles se sont fait connaître auprès de nous, à peu près une centaine de collectivités. On a passé des accords avec 30 d'entre elles.
beaucoup ont été accompagnés en amont, en ingénierie, puis finalement on n'a pas toujours abouti à des dispositifs de long terme qui étaient des projets d'ensemble. On a pu aussi parfois trouver des solutions qui étaient des solutions très ponctuelles et qui ne justifiaient pas de faire des conventions. Pardon, je vous interromps, combien de villes dans les Hauts-de-France ? Alors, dans les Hauts-de-France, on a signé avec Douai en décembre. Par contre, on a engagé un travail avec beaucoup. Et qui n'a pas, voilà, dont Arras et dont d'autres que je ne vais pas citer là, mais celles avec qui nous n'avons pas encore conventionné vont rentrer maintenant dans le dispositif commun qu'on met en place avec l'État. Donc l'État a un dispositif qui s'appelle Cœur de Ville. Les collectivités locales doivent candidater auprès du préfet de région. Nous travaillons, nous, en étroite collaboration avec le préfet de région, et on va venir aux côtés du dispositif État de plusieurs manières. Soit on va venir en amont, pour justement apporter toute l'ingénierie et le conseil qui va permettre de mûrir des projets et de pouvoir candidater sur... il y a 3 phases sur ce projet État. Donc il va permettre aux collectivités de candidater en 2e et 3e phase. Ou sinon, on va se coopérer et venir pour compléter le dispositif. Ce dispositif, il fait intervenir l'ANA, qui intervient sur les logements, et Action Logement. Et nous, la Caisse des dépôts, on arrive pour travailler sur plein d'autres équipements et des investissements. Alors la Caisse des dépôts, on arrive toujours donc en financeur, comme je le disais, pour porter des projets, être investisseur, faire venir des investisseurs privés à nos côtés, prendre le temps aussi de trouver des montages juridiques qui parfois sont complexes et qui permettent de sortir un projet qui a priori ne serait pas sorti si on n'avait pas pris le temps de le regarder et de l'étudier. Juste pour compléter, comme nous sommes un financeur, on y met de l'argent, donc on y met 1,7 milliard sur les 5 ans qui viennent, dont 100 millions pour faire de l'ingénierie, du conseil et des diagnostics amont. Ce qui est quand même une grosse somme, 100 millions, juste sur cette partie amont, parce que c'est, encore une fois, j'insiste, c'est important de partir en ayant réfléchi et en abordant la problématique dans une vue d'ensemble. Très bien. Monsieur Ferré, Monsieur Boyer, comme vous voulez, vous pouvez peut-être nous dire en quoi, vous, du point de vue de la ville, ce dispositif vous intéresse complètement dans la volonté politique que vous vous êtes donnée. Oui. Juste avant, je voulais préciser un peu ma position. Je vous demandais tout à l'heure si nous avions fait le plus difficile et je vous répondais, à mon sens, non. Il y a un grand domaine dont je n'ai pas parlé, Madame y a fait référence tout à l'heure, c'est l'habitat. Et nous avons un besoin impérieux de faire revenir des familles avec enfants dans le centre-ville. Un cœur de ville qui bat, dynamique, c'est bien, mais un cœur de ville habité, c'est beaucoup mieux. Donc il faut absolument là que nous engagions un vrai programme de l'habitat, pas seulement sur les logements vacants. Nous avons la chance d'avoir de beaux immeubles à Arras. Malheureusement, nous sommes en zone B2 et nous sommes sortis du Pinel pour l'année 2019, les opérations lancées fin 2017 pour encourir en 2018. Pourquoi pas relancer du Malraux sur Arras? Je pense qu'il y a des choses à réfléchir. Parlant du Malraux, il y a 2 opérations qui se sont faites. Les militaires sont partis sur la caserne. Nous avons perdu 600 familles, mais nous avons restauré l'ensemble. Il abrite maintenant le siège de la communauté urbaine et quelques maisons maintenant, des divisions ont été restaurées complètement, et la caserne Schramm, qui est une belle opération de réhabilitation aussi, faite par Histoire et Patrimoine, et ces opérations bénéficient de Malraux. Ça aide énormément. Les personnes qui y habitent sont très heureuses d'habiter dans ces sites merveilleux, avec un regret toutefois, comme quoi ce n'est jamais facile. On est dans la caserne, mais ce n'est pas le centre. On ne vit pas l'ambiance du centre, comme quoi on a besoin de travailler avec les habitants, de relier toutes les opérations au cœur de ville, au poumon, quoi. J'ai répondu à votre question. Oui, on peut peut-être rebondir là justement sur cette question de l'habitat, parce que la convention, le dispositif qui est en train de se mettre en place peut complètement vous aider aussi dans ce domaine. Oui, bien sûr. Claude l'expliquait bien tout à l'heure. Enfin, vous l'avez compris, il y a à la fois un cap politique, un peu d'argent qui a été mis sur de l'ingénierie stratégique dans les dernières années, l'accompagnement par Frédéric Bonnet, etc., par le cabinet Bérénice, mais aussi il y a de l'ingénierie de proximité. Cette ingénierie de proximité, elle nous permet déjà, au travers des agents qui sont sur le terrain, d'animer la ville, de faire vivre le cœur commerçant, etc. Mais même si on a posé les diagnostics et qu'on connaît bien aujourd'hui les enjeux,
de la ville-centre et du territoire, enfin en tout cas de l'agglo. Bien sûr qu'on est intéressé par les dispositifs qui sont, je dirais, qui émergent là aujourd'hui, parce que il nous reste encore beaucoup à faire, c'est ce que disait Monsieur Ferret, il nous reste encore énormément à faire sur le logement, et on sait bien que nos cœurs de ville, voilà, on est tous confrontés à ça. Hein. Alors dans les métropoles, on a d'autres moyens financiers, on a d'autres moyens en matière d'ingénierie, mais la cible des villes moyennes, il est quand même intéressant, parce que on en parlait avec Frédéric Bonnet encore hier, mais à un moment donné, on enlève Arras de la carte en termes de ville moyenne en relais par rapport à la métropole lilloise, etc. Je veux dire, on perd des services, on perd du commerce pour toute une population et un bassin de vie qui va bien au-delà des limites de l'agglomération. Donc voilà, nous on a ce besoin effectivement de retrouver des leviers, de développer de l'ingénierie, d'avoir des moyens pour permettre d'avoir des actions à des échelles plus mesurées que ce que tu évoquais, Vincent, ce matin sur. Oui, j'allais le dire. Oui. Voilà, à des échelles beaucoup plus mesurées, parce que comme je le disais tout à l'heure, Vincent Bougamont, qui regrettait que le dispositif ne s'applique pas aux métropoles. On compte les logements vacants par dizaines de milliers sur la métropole lilloise. Nous, on les compte juste par centaines ou par milliers. Mais néanmoins, donc un cœur de ville qui n'est pas habité, un cœur de ville où on n'arrive pas à rénover l'habitat ancien et à résorber des îlots où il y a de la paupérisation qui se crée, ou en tout cas une dégradation du bâti, c'est effectivement problématique. Donc là, on est à l'étape, nous, Ville d'Arras, où l'ingénierie a été développée, les enjeux et le diagnostic est bien posé, mais maintenant, il nous faut mobiliser des moyens pour pouvoir transformer l'essai. Et c'est là que le dispositif est le bienvenu. C'est là où nous avons, si vous me permettez, besoin absolument des services de la Caisse des dépôts pour que nos experts puissent travailler avec les leurs, tous ceux tout au moins qui seront dédiés à tout le cœur de projet. Nous avons... Je pense, moi, que comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que le pôle gare est une porte d'entrée prioritaire dans une ville. C'est le cas à Arras, comme dans beaucoup d'autres villes. Et nous avons un gros projet, là, c'est de revoir entièrement le pôle gare. Et tout ce qui est latéral de chaque côté, ça va être un gros investissement. Il faut y amener des services, du logement. Et là, nous aurons besoin d'énergie et d'expertise dédiée. Madame Velay, justement, maintenant que le dispositif, alors même en partenariat avec l'État, est en place, que des villes, on voit, se sont mises en ordre de marche pour vraiment passer à l'action, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça se présente, la suite ? Alors déjà, ce que je disais là tout de suite, c'est que les villes vont candidater auprès du préfet de région, parce que c'est le dispositif qui a été mis en place comme ça. Et donc ensuite, un certain nombre de ces villes vont être sélectionnées et nous allons les rencontrer. Et puis en parallèle, celles qui ne sont pas sélectionnées, comme c'est notre job à nous d'être sur les territoires, nous allons les rencontrer aussi pour regarder comment nous pouvons les accompagner. C'est-à-dire que notre intervention, elle va effectivement se concentrer sur le fait d'être en alliance avec les dispositifs qui existent, les fonds de l'ANA, les fonds d'action logement, parce qu'encore une fois, le fait de grouper nos moyens va permettre d'avoir un effet levier beaucoup plus fort. Mais ça ne va pas empêcher qu'on va travailler aussi sur d'autres territoires, et le nouveau directeur général qui est arrivé chez nous en décembre a bien appuyé sur le fait que la Caisse des dépôts était la banque des territoires. Notre enjeu principal, c'est les territoires ruraux, c'est les villes moyennes, c'est les quartiers politiques de la ville. On est vraiment sur des dispositifs qui vont être sur les territoires, et les territoires qui ne sont pas finalement regardés avec beaucoup d'attention par les investisseurs privés et les opérateurs privés. Donc voilà, nous, on va mettre en place un certain nombre de réunions avec les intercos, parce qu'on adore travailler avec les intercos, rencontrer beaucoup d'élus et pouvoir échanger avec eux, pouvoir nous identifier les problématiques et regarder comment on peut y répondre. Donc cette année 2018, ça va être une année où on va être beaucoup sur le territoire, et moi j'ai une équipe de 70 personnes avec 2 directions, une qui est basée à Amiens, une qui est basée à Lille, et donc on va nous voir sur les territoires effectivement pour aller à la rencontre des élus et des partenaires pour déjà commencer par appréhender les projets et les problématiques qui sont les leurs et regarder comment on peut y répondre. Très bien, je crois qu'on est assez tenu par le temps, donc s'il y a des questions, on peut peut-être déjà faire circuler un micro. Je ne vois pas très bien la salle avec les projecteurs. Il y a, sur la thématique des centres-villes, je pense qu'elle est bien posée à travers l'exemple d'Arras, qui a mis en place une ingénierie spécifique, etc.
il ne faudrait pas que, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, qu'à contrario, on oublie de réfléchir sur cette espèce de magma périurbain qui s'est constitué depuis les années 70 et qu'il va falloir un peu digérer au sens d'une digestion voilà. Et Arras n'échappe pas à celle-là comme toutes les villes du pays français. Il va falloir y mettre, à mon avis, du logement. Vous avez des projets tout à fait, je pense au projet, je ne sais pas s'il s'appelle Diderot, mais moi je l'appelle Diderot, voilà. Il est juste à proximité d'un centre commercial et on a la possibilité de ramener de la mixité là où on avait des zones absolument monofonctionnelles. Et je ne sais pas si, je voudrais poser la question à Gaël Velay, s'il y a dans vos réflexions ce pendant au cœur de bourg, enfin au cœur de ville, si également on va enfin engager un travail sur des zones qui sont privatisées, celles-là, parce que ça pose problème. Il y a eu des parties entières qui ont été confiées au privé et pour lesquelles il y a l'intervention de la puissance publique. Alors, je disais tout à l'heure que les contextes font qu'on a identifié les métropoles, les grandes agglos. Globalement, on va dire, elles se portent bien. Mais au sein de leurs aires, on a effectivement ces problématiques-là et ça fait partie de nos enjeux, effectivement, de regarder, ne serait-ce qu'autour de la métropole lilloise. On a un centre très dense et puis ensuite on a des collectivités qui n'ont pas du tout le même visage. Donc oui, effectivement, ça fait partie des points sur lesquels on souhaite intervenir. Alors après, sur l'urbanisme à l'horizontale, sur le débat entre centre commercial en périphérie et animation des centres-villes, c'est pas si simple, hein. Je parlais tout à l'heure de Perpignan. À un moment donné, il y a aussi des choses qui sont acquises. Si vous regardez Perpignan, Perpignan, c'est entre le littoral, enfin vous avez Perpignan, vous avez le littoral, vous avez des centres commerciaux qui se sont mis entre les deux. Demain, on va avoir du mal à changer ça. L'animation du centre-ville, et c'est le parti pris des élus, c'est de dire, c'est pas forcément le commerce qu'on fait revenir, c'est des activités, c'est des animations. Voilà, donc le commerce, c'est un socle, il y a une base de commerce. Maintenant, la dualité entre le centre commercial en périphérie et le centre-ville, c'est pas toujours l'approche sur laquelle on a le plus de marge de manœuvre. Et si on veut agir et qu'on veut vraiment intervenir, il faut aussi savoir prendre en compte d'abord les comportements. Beaucoup de gens vont dans les centres commerciaux, donc ça correspond aussi à une pratique. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on va être amené à travailler avec les grands distributeurs parce qu'eux-mêmes reviennent en centre-ville et ouvrent des surfaces qui sont des surfaces plus réduites. Voilà, donc c'est toute cette logique. Il faut savoir aussi intervenir en tenant compte du contexte dans lequel on travaille. D'accord. C'est ce que vous me disiez en préparant cet échange, Monsieur Ferret, que ce que vient de dire Madame Velay, vous voyez justement les grands distributeurs changer un petit peu leur optique. En tout cas, parlez-nous de votre expérience personnelle. Il y a des tendances aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler de Carrefour. Je ne sais pas de quelle stratégie. On ne va pas en citer un parce que derrière, mais on sent bien qu'il y a des tendances aujourd'hui. Le panier moyen en grande surface a tendance à baisser. On retrouve des gens qui reviennent vers le centre-ville. Il faut d'ailleurs, et c'est pour ça que nous aurons besoin de vous, requalifier tous les espaces. Ça suppose aussi de faire des aménagements. Vous ne faites pas le même aménagement dans un secteur de restauration, de brasserie et autres, qui suppose là un aménagement piéton avec du mobilier urbain adapté. Là où c'est de l'équipement de la maison, c'est plutôt des grands trottoirs pour les landaux, les poussettes, etc. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui les outils que nous avons dans le PLH, le PLU, le PDU, enfin vous connaissez tous ce que ça veut dire, je suppose, qui nous donne les moyens de réaliser tout cela. Donc si nous avons... On n'a pas parlé non plus des mobilités, l'accessibilité des mobilités, une grande thématique pour les prochaines années qui vont supposer des investissements assez copieux. Quant à la question de monsieur, faut trouver le bon équilibre entre le cœur de ville et sa périphérie. Diderot, par exemple, c'est une opération de 250-300 logements. Il est impensable de ne pas y mettre un peu de commerce de proximité et de services. Voilà, c'est aussi dû à la population en général. Une autre question ? Merci. Vincent Bougamon de la Fabrique des Quartiers. Vous m'avez tendu la perche, donc je le redis aujourd'hui, puisque ma volée est là, mais c'est vrai qu'on est très déçus. Et moi, je n'ai toujours pas compris cette distinction géographique qui exclut les métropoles du dispositif national.
Parce que de fait, sur la métropole lilloise où nous sommes là à l'instant, ça exclut le centre-ville de Roubaix, moins de 100 000 habitants, dont le centre-ville est en politique de la ville. Donc je crois que je n'ai pas besoin de vous connaissiez la situation de Roubaix. Ça exclut Tourcoing, 35% de vacances dans son centre-ville. Ça exclut Armentières. Ça exclut des villes qui ont un vrai... qui est la problématique de la métropole lilloise, qui n'est pas faite d'une ville-centre qui pèserait 50 ou 60% de la population. Et ça fait une espèce d'effet couperé qui ne tient pas compte de la réalité fine. Globalement, les métropoles vont bien, c'est une analyse qu'on peut entendre, mais dans le détail, on voit que cette situation, elle est quand même très contrastée. Et là, le dispositif fait un effet frontière, métropole, pas métropole. Je trouve ça quand même dommageable parce qu'il y a des réels besoins. Nous avons travaillé sur la mise en place d'un dispositif métropolitain qui recoupe les propositions du plan d'action de l'État, en y ajoutant au point que vous avez évoqué, d'ailleurs, le management de centre-ville tel qu'il a été décrit par la ville d'Arras, parce que ça me semble essentiel. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a un effet couperé, frontière, qui est assez incompréhensible et qui ne tient pas compte de la réalité des territoires et de leur complexité. Alors, même s'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de votre intervention, je vais quand même vous répondre. Les dispositifs, il y a toujours un périmètre. Donc après, c'est compliqué, mais les contrats de ruralité, les dispositifs fiscaux qui sont d'un côté de l'autoroute ou pas, et pas de l'autre, enfin, c'est compliqué, effectivement, je vous entends par rapport à ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'on intervient sur les centres-villes, des villes moyennes avec ce dispositif-là, que pour autant, on n'est pas la Caisse des dépôts des territoires, et parmi les territoires, les métropoles sont effectivement dans nos plans d'action. On est présent sur Roubaix, on est présent sur Tourcoing. Je peux même vous dire qu'on a des zones commerciales et qu'on porte beaucoup d'immobilier sur Roubaix et sur Tourcoing et qu'on est très content de pouvoir les porter parce qu'on pense qu'effectivement d'autres investisseurs ne le feraient pas. Donc on n'exclut pas de travailler sur les métropoles, c'est simplement ce dispositif qui est ciblé ville moyenne. Dont acte. C'est les villes de moins de 100 000 habitants, c'est entre 20 et 100 000 habitants. Ensuite, il y a aussi des contrats de ruralité que l'État a mis en place. Et puis nous, la Caisse des dépôts, on est dans ce dispositif État, mais on est aussi autonome, indépendant, et on a nos façons d'agir sur le territoire. Quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi maintenant, le directeur général m'avait demandé de faire un diagnostic sur les Hauts-de-France et de définir l'action de la Caisse des dépôts dans les Hauts-de-France. Et c'est pas la même action dans les Hauts-de-France et dans le Languedoc-Roussillon où j'étais auparavant, où les problématiques n'étaient pas les mêmes. Donc voilà, donc la métropole n'est absolument pas exclue, et notamment les territoires, enfin les collectivités dont vous parlez, nous y sommes. Une dernière question éventuellement, sinon on va vous libérer. Rien à ajouter, messieurs, dames ? Merci beaucoup de votre présence et de cet échange.